Avant de continuer, tu as deux options. Rester et affronter ce qui te retient, ou fermer cette vidéo et continuer comme avant. C'est aussi simple que ça, parce que ce que nous allons dire n'est pas confortable, n'est pas doux, et n'est pas fait pour ceux qui cherchent des excuses. C'est pour ceux qui en ont assez de douter d'eux-mêmes, de garder pour eux ce qu'ils pensent, de se regarder dans le miroir sans se reconnaître. Vois-le comme ça. Si ton estime de toi était une armure, à quel point est-elle brisée? Combien de fois la critique la traverse-t-elle? Combien de fois baisses-tu la tête par peur du jugement des autres? Combien cela t'épuise-t-il de continuer à jouer un rôle pour plaire alors que tu t'épuises à l'intérieur? Cette vidéo est un processus, et il commence par une vérité que peu osent te dire. Peu importe combien tu sembles sûr de toi, si tu ne renforces pas ton intérieur, n'importe quel commentaire peut te détruire. Le stoïcisme n'est pas là pour te parer de phrases vides, il est là pour que tu te relèves, pour que tu prennes le contrôle de ta voix intérieure, que tu arrêtes de te raconter des histoires et que tu commences à construire une identité qui ne s'effondre pas. Ici, nous ne gonflerons pas ton ego, nous te reconstruirons à partir des ruines. Alors décide, si tu es prêt à arrêter de justifier ta valeur et à commencer à l'incarner. Si tu es prêt à maîtriser tes pensées avant qu'elles ne te maîtrisent, alors reste, parce que c'est le moment exact où tu deviens plus fort, où tu continues d'être l'otage de ton dialogue interne. Et il est temps de changer cela. 1. Maîtrise ton dialogue intérieur avant qu'il ne te détruise. Il y a une voix dans ta tête qui ne se repose jamais. C'est comme un narrateur que tu n'as pas demandé, mais qui ne cesse de parler. Certains jours, elle t'encourage, mais la plupart du temps, elle te sabote. Et le pire, c'est qu'elle le fait avec ton propre ton de voix, comme si tu étais ton propre ennemi. Cette voix peut être comme un couteau caché dans un tiroir. Elle semble inoffensive, mais chaque fois que tu l'écoutes sans la remettre en question, elle s'enfonce un peu plus. Ce n'est pas la critique externe qui fait le plus de mal. C'est ce que tu te dis juste après l'avoir reçu. Bien sûr, je savais que j'allais échouer. Je ne suis pas fait pour ça. Je gâche toujours tout. Ce n'est pas de la pensée, c'est du poison. Et si tu n'apprends pas à contrôler ce poison, il finit par pourrir ton estime de toi de l'intérieur. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et qui fait cette interprétation? Ton dialogue intérieur. Si cette voix est programmée pour t'attaquer, peu importe ce que tu accomplis à l'extérieur, tu te sentiras toujours insuffisant à l'intérieur. Tu sais ce qui est le plus triste? Beaucoup s'habituent à vivre avec cette voix destructrice. Ils l'acceptent comme faisant partie d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Cette voix a été formée par des années de répétition de ce que d'autres ont dit, de ce que tu as échoué et que tu ne t'es jamais pardonné, de ce que tu crains d'affronter. La maîtriser, ce n'est pas la faire taire. C'est l'éduquer, c'est lui fixer des limites, c'est l'arrêter quand elle commence son discours défaitiste et la remplacer par des affirmations qui te soutiennent. Parce que si tu ne décides pas de ce qui se dit dans ta tête, quelqu'un d'autre le fera, et ce quelqu'un n'est pas toujours de ton côté. Un outil stoïcien est la surveillance constante des pensées. Ce n'est pas une philosophie décorative, c'est une stratégie de survie. Tout comme tu entraînes ton corps, tu dois entraîner ton esprit. Tu veux un exercice? Chaque fois que tu remarques que ton esprit commence par des phrases comme « je ne peux pas », c'est toujours la même chose. « Je ne vais jamais changer », arrête-toi, respire et remplace par « j'apprends ». Je progresse même si je ne le vois pas encore. Cela ne me définit pas. Il ne s'agit pas de phrases magiques. Il s'agit de ne pas permettre que le discours intérieur soit l'ennemi. Parce que si tu perds cette bataille, peu importe combien de livres tu lis, combien de cours tu prends ou combien tu sembles sûr de toi, tu te saboteras de l'intérieur. Et je te le dis clairement, si tu ne corriges pas cette voie, tu ne te sentiras jamais libre, parce que chaque pas que tu fais sera jugé par toi-même. Alors, à quoi bon avancer si tu te punis toi-même pour chaque erreur? À quoi bon vouloir de l'amour si tu te méprises en silence? Il est temps de prendre le contrôle.
Parle-toi avec le respect que tu donnes à ceux que tu aimes, avec la fermeté que tu as quand tu défends quelqu'un d'autre. Parce que si tu ne te défends pas de ta propre attaque mentale, personne ne le fera. Ton dialogue intérieur peut être ta ruine, ou ton entraînement quotidien vers une estime de soi inébranlable. Tu décides quelle voie gagne. Commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. 2. Arrête de justifier ta valeur, commence à l'incarner. Une bougie n'explique pas pourquoi elle brille, elle le fait simplement. Pourtant, il y a des gens qui traversent la vie en essayant de convaincre tout le monde qu'ils méritent du respect, qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont suffisants. Ils s'efforcent tellement d'être compris qu'ils oublient d'être vrais. Ils se fatiguent plus à expliquer leur existence qu'à l'habiter avec conviction. Et cette fatigue est silencieuse, mais réelle. Parce que celui qui vit en justifiant constamment sa valeur finit par céder son essence petit à petit, jusqu'à ne plus savoir qui il est lorsque le bruit s'éteint. Le besoin de validation externe est une des chaînes les plus lourdes que l'on peut traîner. Il commence comme un désir légitime d'être accepté, mais se transforme rapidement en une prison invisible. Tu commences à ajuster ton ton, tes décisions, tes opinions. Tu te formes aux attentes des autres, pensant que c'est la seule façon de t'intégrer. Mais s'intégrer n'est pas la même chose qu'appartenir. S'intégrer, c'est te réduire. Appartenir, c'est t'agrandir. Chaque fois que tu justifies tes limites, tes émotions, tes décisions ou tes réussites pour que l'autre ne se sente pas mal à l'aise, tu affaiblis ton estime de toi. Parce que sans t'en rendre compte, tu envoies un message constant à ton inconscient. Je ne suis pas suffisant tel que je suis, je dois expliquer pourquoi j'existe ainsi. Et cela mine ton identité à la racine. On ne le remarque pas en un jour, mais ça s'accumule. Tu finis par vivre pour adoucir tes bords, pour ne pas paraître trop, pour ne pas déranger. Tu te fais petit pour tenir dans des endroits qui n'ont pas été faits pour toi. Sénèque l'a dit clairement. Celui qui dépend des applaudissements vit esclave du bruit. Et ce bruit, aujourd'hui, vient de partout. Opinions, réseaux, comparaisons constantes. Si tu n'es pas fermement ancré dans qui tu es, tu deviens ce que les autres projettent sur toi. Tu perds ton centre et avec lui, ton pouvoir personnel. Mais il y a quelque chose que tu peux faire. Arrêter de t'expliquer. Arrêter de justifier tes décisions, tes valeurs, tes changements. Commencer à vivre de manière si claire que tu n'as pas besoin de faire des discours. Que ta seule façon d'être dise tout. Incarner ta valeur n'est pas la crier, c'est la soutenir. C'est marcher fermement même si personne n'applaudit. C'est regarder en face quand ils essaient de te faire douter. C'est choisir le silence quand tu sais que tu n'as rien à prouver. Épictète enseignait que le sage agit avec conscience, non avec besoin de reconnaissance. Parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas de l'écho externe, mais de l'harmonie avec ses propres principes. Quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de témoins. Une pratique stoïcienne pour commencer est simple. Arrête d'expliquer tes limites. Arrête de donner tant de raisons pour les décisions que tu prends pour ton bien-être. Si quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas ton problème. Ta tâche est de vivre en alignement avec toi-même, pas d'être compris par tout le monde. Ton énergie doit aller à te soutenir, pas à convaincre. Quand tu te concentres sur l'incarnation de ta valeur, tu n'as pas besoin de te parer. Ta présence, ta cohérence, ta clarté communiquent tout. Et rappelle-toi ceci, le respect le plus solide est celui qui ne se négocie pas. Il ne se supplie pas, il ne se pare pas, il ne se discute pas. Il se démontre par des actions, avec fermeté, avec direction. Il est temps d'arrêter de demander la permission d'être toi. Il est temps d'entrer n'importe où sans avoir besoin de longues présentations. Arrête de chercher l'acceptation externe. Commence à te donner ce que tu as attendu des autres. Ta valeur ne se justifie pas, elle se vit. 3. Utilise la critique comme une impulsion, pas comme une sentence. La critique est comme une pierre. Tu peux laisser quelqu'un te la lancer et te frapper. Tu peux la porter sur ton dos jusqu'à ce qu'elle te plie. Ou tu peux l'utiliser pour construire quelque chose de plus solide.
Tout dépend de ce que tu fais avec. Mais ce que tu ne peux pas permettre, c'est qu'une opinion extérieure devienne une sentence qui te condamne. Parce que lorsque la critique entre sans filtre, elle devient un juge interne qui n'a plus besoin de personne pour l'alimenter. Tu commences à te la répéter toi-même. Le problème n'est pas qu'on te critique, c'est que tu crois tout ce qu'on dit. C'est que tu n'as pas une structure mentale solide pour évaluer si ce qu'on t'a dit mérite d'entrer ou non. Beaucoup finissent par détester la critique parce qu'ils n'ont pas appris à y répondre, seulement à la recevoir. Et recevoir sans filtrer, sans critères, c'est accepter n'importe quoi comme vérité. Toute critique n'est pas valable. Toute critique ne vient pas de quelqu'un qui te connaît. Toute critique ne cherche pas à t'aider. Épictète enseignait que nous devons distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. L'opinion d'autrui ne dépend pas de toi. Mais ta réaction, oui. Et c'est là que réside le pouvoir. Lorsque tu reçois une critique, la première chose que tu dois faire n'est pas de te défendre, ni de t'attaquer, ni de te justifier. C'est de faire une pause et d'analyser. Qui l'a dit? D'où l'a-t-il dit? Est-ce fondé? Y a-t-il quelque chose que je peux prendre comme apprentissage ou est-ce juste du bruit déguisé en conseil? La critique peut être un cadeau mal emballé. Parfois, elle te confronte à quelque chose que tu n'avais pas vu. D'autres fois, elle en dit plus sur l'autre que sur toi. Mais dans tous les cas, elle ne doit pas te paralyser. Elle doit te servir. Et si elle ne sert pas, elle est jetée. Aussi simple que ça. Si tu ne sais pas faire la différence entre une critique constructive et une attaque déguisée, tu finiras par vivre pour plaire et éviteras de progresser par peur du jugement. L'estime de soi ne se mesure pas par le nombre de critiques que tu reçois, mais par la façon dont tu y réponds. Quand quelqu'un de sûr de lui entend une critique, il ne panique pas. Il observe, il réfléchit, il ajuste si nécessaire, et il continue d'avancer. Il ne dévie pas, il ne s'effondre pas, il ne perd pas le focus. C'est la différence entre une personne qui incarne son identité et une autre qui vit au rythme des applaudissements et des plaintes. Un exercice pratique pour renforcer ce muscle est le suivant. Chaque fois que quelqu'un te critique, note-le, ne réponds pas tout de suite. Lis-le ou rappelle-toi plus tard, quand tu seras calme. Demande-toi, est-ce que ce qu'ils ont dit, je me le suis déjà dit? Si c'est le cas, travaille sur cette blessure interne. Sinon, évalue si cette personne a un réel critère pour donner son avis sur cet aspect de ta vie. Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Si c'est le cas, remercie pour la clarté et agis si nécessaire. Ne laisse pas la critique être un miroir brisé qui déforme ton image. Utilise-la comme une lampe de poche qui éclaire parfois des coins que tu as toi-même évités. Mais c'est toi qui décides quoi faire avec cette lumière, personne d'autre. La critique n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. N'oublie pas, ce n'est pas ce qu'on te dit, c'est comment tu le prends. Ce n'est pas le bruit extérieur, c'est ton interprétation interne. Et si tu renforces cette interprétation avec du discernement, de la conscience et de la tempérance, alors aucune critique ne pourra détruire ce que tu as construit de l'intérieur. La critique n'est pas une sentence, c'est un test. Et si tu l'utilises bien, elle peut être l'impulsion qui te manque pour atteindre ton prochain niveau. 4. Fais ce qui est juste même si personne ne te voit. Ce n'est pas tout le monde qui marche droit le fait parce qu'on les observe. Certains marchent ainsi parce qu'ils ont décidé que leur dignité n'est pas à vendre, parce qu'ils savent que leur comportement parle même lorsque personne n'écoute. Vivre avec des principes, c'est comme avoir une boussole qui fonctionne même dans l'obscurité, quand il n'y a pas de chemin tracé ni de voie pour te dire si tu vas bien. Il n'est pas nécessaire d'avoir un public pour agir avec intégrité. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une direction interne. Et cela, bien qu'il semble invisible, construit la version la plus forte de toi. Beaucoup pensent que le respect de soi naît de ce que tu accomplis, mais en réalité, il naît de ce que tu fais quand personne ne le remarque. De ces petits choix qui pourraient passer inaperçus, mais que tu connais. Dire la vérité quand le mensonge t'aurait sauvé. Être juste quand l'injustice était plus rentable. Tenir ta parole même si personne ne te l'exigeait. C'est dans ces moments que se cultive une véritable estime de soi.
pas celle qui se nourrit de phrases, mais celle qui grandit à partir de tes actes. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui t'ont fait du mal. Cela inclut de ne pas tomber dans le jeu de feindre la vertu seulement quand on te regarde. Si tu dois faire plus d'efforts pour paraître juste que pour l'être, alors tu perds de vue l'essentiel. Et cette usure s'accumule, parce qu'il n'y a rien de plus épuisant que de représenter une image que ton essence ne soutient pas. La véritable identité se forge lorsque tu choisis la rectitude sans avoir besoin de témoins. Il ne s'agit pas d'agir pour impressionner, mais d'être quelqu'un avec qui tu peux cohabiter en silence. Lorsque tu prends des décisions justes sans recevoir d'approbation, tu renforces quelque chose qui ne peut être acheté ni fin, la cohérence interne. Cette cohérence est la base de toute estime de soi solide. Un conseil pratique: chaque jour, fais quelque chose de juste que personne n'attend. Ne le partage pas, ne l'explique pas, ne cherche pas la reconnaissance. Observe simplement comment tu te sens après. Si ta réponse émotionnelle est le calme, la fermeté ou la clarté, alors tu es sur la bonne voie. Cette sensation ne ment pas. Ton esprit sait quand tu es fidèle à toi-même. Et plus tu répètes ce comportement, plus tu développes de fermeté émotionnelle. Beaucoup de gens ne parviennent pas à se respecter parce que dans les petits moments où personne ne les voit, ils se trahissent. Ils se justifient par des excuses. Ça ne fait rien, personne ne le saura. Juste cette fois, ça n'affecte personne. Mais ça affecte toi. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas agir avec rectitude, tu affaiblis ta confiance interne. Et c'est cette confiance dont tu as besoin lorsque le monde te met à l'épreuve. Faire ce qui est juste, même si personne ne le voit, n'est pas un acte mineur. C'est une déclaration de pouvoir personnel. Parce que tu te dis « Ma valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle dépend de mon intégrité. » Cela crée un sentiment de respect de soi si fort qu'il n'a pas besoin de défense. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de l'expliquer. La véritable croissance n'est pas dans ce que tu montres. Elle est dans ce que tu choisis quand tu es seul. Et si tu peux être courageux, honnête, juste et ferme sans public, alors tu as quelque chose que très peu de gens ont. Un contrôle absolu de toi. Fais-le encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une partie de ta structure, parce que c'est là que commence la véritable estime de soi. Pas dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, sans témoin. 5. Protège-toi du poison de prendre tout personnellement. Toutes les flèches qui volent dans ta direction ne sont pas faites pour te blesser. Certaines n'ont même pas été tirées intentionnellement. Mais si tu décides de ramasser chacune d'elles, de la tenir contre ta poitrine et de la transformer en preuve que tu vaux moins, alors ce n'est pas le monde qui te blesse, c'est toi-même qui aiguise ses pointes. Prendre tout personnellement, c'est comme boire du poison pour prouver que l'autre avait tort. Le seul qui souffre, c'est toi. Il y a des personnes qui portent chaque mot, chaque geste, chaque silence, comme s'ils étaient des jugements gravés dans la pierre. Ils interprètent un regard comme un rejet, une critique comme du mépris, une opinion étrangère comme une attaque directe à leur identité. Non pas parce que c'est le cas, mais parce qu'ils ont conditionné leur esprit à réagir à partir de la blessure, pas de la raison. Et quand tu vis à partir de la blessure, tout te touche, tout te secoue, tout te fait mal. La philosophie stoïcienne enseigne que tu ne contrôles pas les paroles des autres, mais bien l'interprétation que tu en fais. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous croyons que cela signifie. Si tu supposes que tout ce qui se passe est contre toi, alors le monde devient une menace constante. Mais si tu apprends à observer, à filtrer, à ne pas réagir automatiquement, tu découvres une vérité libératrice. La plupart du temps, ce n'est pas à propos de toi. Celui qui critique parle à partir de sa propre vision du monde, de son histoire, de ses préjugés, de ses vides. Le prendre comme une vérité absolue, c'est comme utiliser les lunettes de quelqu'un d'autre pour définir ton visage. Cela n'a pas de sens. Parfois, l'autre projette sa frustration, son envie ou simplement sa mauvaise journée. Et toi, si tu n'es pas centré, tu l'absorbes comme si c'était une confirmation de tes doutes internes. C'est là que tu perds du pouvoir. Non pas parce que l'autre te l'a enlevé, mais parce que tu le lui as donné.
La clé est de créer un espace entre ce qui se passe et ce que tu décides de penser à ce sujet. Cet espace est où s'exerce le contrôle de soi. Tu peux t'entraîner à ne pas réagir immédiatement, à observer sans supposer, à te demander « est-ce que c'est à moi ou est-ce à l'autre ?» Cette émotion m'appartient-elle ou est-ce juste une réaction automatique? Est-ce que je réponds à partir de ma blessure ou de ma conscience? Un exercice stoïcien utile est le suivant. Face à toute situation inconfortable, avant de parler ou de réagir, respire. Pose-toi 3 questions. Est-ce que cela me définit? Est-ce que cela mérite mon énergie? Est-ce vraiment personnel ou est-ce que je le prends personnellement? Répète cela chaque jour avec constance. Tu n'as pas besoin que le monde change. Tu as besoin de changer la façon dont tu y fais face. Parce que lorsque tu arrêtes de prendre tout comme une offense, tu libères de l'espace mental et émotionnel. Tu commences à écouter sans le filtre de la défense, à communiquer sans le poids du ressentiment, à vivre sans la nécessité d'être toujours sur tes gardes. Et cette paix n'a pas de prix. Tout commentaire n'est pas une attaque, toute critique n'est pas un jugement, tout silence n'est pas du mépris. Parfois, ce n'est tout simplement pas à propos de toi. Et cela, au lieu de te faire mal, devrait te donner de la liberté. Tout ne tourne pas autour de toi. Et il y a une force énorme dans cela. Parce que celui qui ne prend pas tout personnellement vit plus léger, plus clair et avec beaucoup plus de contrôle. Le monde ne cesse de parler. Mais tu décides ce que tu veux écouter. Et plus important encore, tu décides ce que tu veux croire. 6. Traite-toi avec le même respect que tu traites celui que tu aimes. Si tu te parlais de la même manière que tu parles à quelqu'un que tu aimes, ta vie aurait une autre qualité. Si tu prenais soin de tes pensées comme tu prends soin des émotions d'une personne qui compte pour toi, tu ne permettrais pas que ton esprit devienne un champ de bataille où tu es la seule victime. Ce que tu penses de toi n'est pas un détail mineur. C'est le fondement sur lequel se construit ou s'effondre ton estime de soi. L'esprit est comme une maison dans laquelle tu habites tous les jours. Si tu la remplis de cris, d'insultes et de punitions, peu importe combien tu essaies de la mettre en ordre de l'extérieur, tu te sentiras toujours mal à l'aise à l'intérieur. Et le triste, c'est que beaucoup de gens ne se demanderaient jamais comment ils se parlent à eux-mêmes. Ils traitent un inconnu avec plus de respect qu'ils ne traitent leur propre conscience. Ils sont patients avec les erreurs des autres, mais impitoyables avec leurs propres faux pas. Imagine qu'un être cher traverse une mauvaise passe. Lui dirais-tu qu'il est un échec, qu'il n'y a pas de solution, qu'il gâche toujours tout? Non. Tu lui parlerais avec compassion, tu lui rappellerais sa valeur, tu lui offrirais du réconfort tout en restant honnête. Mais quand tu ne vas pas bien, le langage change. Tu te parles avec mépris. Tu te mets la pression à partir de la culpabilité. Tu te traites comme si tu méritais moins de compréhension que n'importe qui. Ce n'est qu'enseigner que se gouverner soi-même avec justice est l'un des actes les plus nobles. Et cela inclut la façon dont tu te parles, parce que le respect n'est pas seulement pour les autres. C'est une habitude qui doit commencer par toi. Il ne s'agit pas de te dire de belles choses pour éviter l'effort. Il s'agit de reconnaître que la transformation réelle nécessite un environnement interne qui soutient et non qui punit. Et si cet environnement est rempli d'autocritique destructrice, tu te saboteras avant même de commencer. Te respecter, c'est te corriger sans te détruire. C'est exiger sans écraser. C'est savoir quand tu es honnête et quand tu répètes des phrases qui viennent de blessures non cicatrisées. Et cela demande de la vigilance. Parce que souvent, nous pensons que nous sommes durs avec nous-mêmes pour nous améliorer, alors qu'en réalité, nous répétons les mêmes schémas d'autosabotage qui nous empêchent d'avancer. Un exercice puissant consiste à écrire les phrases que tu te répètes le plus quand tu échoues. Lis-les à haute voix. Puis imagine que tu dis ces mots à un ami. Si elles sonnent cruelles, elles ne font pas partie de ton amélioration. Elles font partie de ta chute. Change-les. Rédige de nouvelles phrases qui maintiennent l'exigence, mais qui viennent d'un lieu de respect.
Le type de respect que tu utiliserais pour relever quelqu'un, pas pour l'enfoncer davantage. Ce changement interne ne se produit pas immédiatement. Il nécessite une intention quotidienne. Mais chaque fois que tu choisis de te traiter avec plus de dignité, tu renforces une identité qui vaut pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle réalise. Une identité qui se prend en charge sans attendre d'être brisée, qui se parle avec clarté, mais aussi avec compassion. Quand tu apprends à te respecter, tout change. Tu ne tolères pas ce que tu tolérais avant. Tu ne dépends pas autant de l'approbation externe. Tu ne tombes pas aussi facilement dans le discours interne de l'échec. Parce que tu sais que même quand tu tombes, tu mérites de te relever. Et cette certitude est la base d'une estime de soi qui ne s'effondre pas avec la critique et ne se décompose pas avec l'erreur. Commence par là. Par te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Parce que la relation la plus longue que tu auras dans cette vie est avec toi. Et cette relation mérite du respect. Elle mérite des soins. Elle mérite la vérité sans cruauté. 7. Marche avec peur, mais ne t'arrête pas. La peur est comme une ombre. Elle ne disparaît jamais complètement, elle change simplement de forme. Tu peux fuir, essayer de l'ignorer, la déguiser en prudence, mais elle sera toujours avec toi. Ce qui fait la différence, ce n'est pas de l'éliminer, mais d'apprendre à marcher avec elle à tes côtés sans lui permettre de prendre le contrôle de ta direction. Personne n'avance avec courage parce qu'il ne ressent pas de peur. Il avance parce qu'il décide que la peur n'aura pas le dernier mot. Il y a ceux qui attendent de se sentir prêts pour agir. Ils veulent que toute insécurité disparaisse avant de faire un pas. Mais c'est comme attendre que la mer soit complètement calme pour apprendre à nager. Le moment parfait n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est la décision de bouger, même si ta voix tremble, même si ton cœur bat fort, même si ton esprit murmure qu'il est plus sûr de rester immobile. Le stoïcisme n'a jamais parlé d'éliminer la peur. Il a parlé de maîtriser la réponse. Marc Aurèle, entouré de guerres, de trahisons et de pertes, ne demandait pas à ne pas ressentir de peur. Il demandait à ne pas être gouverné par elle, parce qu'il comprenait que le courage ne naît pas de l'absence de peur, mais d'agir consciemment malgré elle. Si tu attends de ne plus ressentir de peur, tu resteras au même endroit toute ta vie. Celui qui veut une identité forte, une estime de soi solide et une vie pleine de sens doit accepter cette vérité. La transformation fait mal, la croissance est inconfortable et la peur sera présente à chaque étape importante. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une partie du processus. Ressentir de la peur ne te rend pas moins capable. T'arrêter à cause d'elle, oui. Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils confondent la peur avec un signal de danger. Mais tout ce qui est inconfortable n'est pas une menace. Parfois, la peur n'est qu'un reflet de tes limites mentales, pas un avertissement réel. Ton corps réagit, oui, mais ton esprit a le dernier mot. Et c'est là que le caractère se forge, dans la décision d'avancer avec l'inconfort sur le dos, au lieu de le laisser bloquer le mouvement. Un outil pratique pour cela est l'engagement minimal quotidien. Choisis une petite action qui te fait peur, mais qui ne te paralyse pas. Affronte-la, respire dans le moment, fais-le. N'attends pas que la peur s'éteigne, attends que ton action la fasse taire, parce que ce n'est qu'en agissant encore et encore que ton système commence à comprendre que tu ne vas pas obéir à la peur comme un maître. Tu vas l'écouter, mais tu ne vas pas te rendre à elle. Arrête d'attendre du courage, exerce-le. Parce que le courage n'arrive pas, il se construit. Et il se construit lorsque tu choisis d'avancer malgré le tremblement dans tes jambes, lorsque tu choisis de parler même si ta voix tremble, lorsque tu décides de continuer même si tu n'as pas la garantie que tout ira bien. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le résultat. C'est la transformation qui se produit en toi chaque fois que tu choisis de ne pas t'arrêter. Souviens-toi de ceci. La peur fait partie du voyage, pas de sa fin. Elle apparaîtra chaque fois que tu t'approcheras de quelque chose d'important. Tu la ressentiras lorsque tu sortiras de ce que tu connais, lorsque tu t'exposeras, lorsque tu poseras des limites, lorsque tu diras ta vérité. Et c'est bien, marche avec elle, emmène-la avec toi. Mais ne lui donne pas le volant. C'est toi qui décides d'avancer. Et si tu le fais chaque jour, même si c'est un pas,
tu découvriras bientôt quelque chose de puissant. La peur crie fort avant le mouvement, mais elle s'affaiblit quand elle te voit marcher. 8. Pose des limites sans culpabilité et retrouve ta paix. Un mur n'est pas construit pour t'isoler du monde, mais pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionnent les limites. Ce ne sont pas un rejet, ce ne sont pas une punition, ce ne sont pas de l'égoïsme. C'est l'acte le plus clair d'amour de soi. Quand tu sais qui tu es, ce que tu permets et ce que tu n'es plus disposé à tolérer, les limites deviennent naturelles. Mais quand tu doutes de ta valeur, tu commences à te sentir coupable de te protéger, comme si prendre soin de toi était une faute plutôt qu'un besoin. Beaucoup de personnes s'épuisent à essayer de plaire, d'éviter les conflits, d'être de bonnes personnes aux yeux des autres. Mais cette bonté sans direction finit par devenir une condamnation. Tu donnes plus que ce que tu as. Tu acceptes ce qui te dérange. Tu repousses ton bien-être pour maintenir la paix des autres. Et peu à peu, tu perds la connexion avec toi-même. Parce que quand tout ce que tu fais tourne autour de ne pas déranger, tu finis par vivre en guerre interne juste pour que l'extérieur semble harmonieux. Poser des limites ne te rend pas cruel. Ça te rend honnête. Épictète enseignait que seul le sage sait dire non avec sérénité. Parce qu'il comprend qu'il ne peut être utile à personne s'il n'est pas d'abord en ordre avec lui-même. Et toi, si tu continues à céder chaque fois que tu te sens coupable, tu n'es pas généreux. Tu permets ton propre épuisement. Les limites n'ont pas besoin d'être criées, ni imposées avec colère. Elles se communiquent avec clarté, se maintiennent avec cohérence et se répètent si nécessaire. Mais elles ne s'excusent jamais, parce que ce que tu protèges n'est pas seulement ton temps, ou ton énergie. Tu protèges ta paix mentale, ta santé émotionnelle et ton chemin de croissance. Et cela n'a pas besoin d'être justifié. La peur de poser des limites vient de la peur de perdre. Perdre l'acceptation, perdre des liens, perdre des opportunités. Mais si dire non fait que quelqu'un s'éloigne, alors cette présence était déjà conditionnée. L'amour authentique, le respect réel et les liens sains ne se brisent pas par une limite. Ils se renforcent. Parce que quand tu te valorises, tu enseignes à l'autre comment il doit te traiter. Une pratique stoïcienne utile est de créer une liste de choses que tu n'es plus disposé à accepter. Écris-la sans filtre. Lis-la à voix haute. Et chaque fois qu'une situation approche de cette limite, rappelle-toi, dire oui quand tu veux dire non et te trahir au nom d'une harmonie fausse. La vraie paix ne vient pas d'éviter le conflit externe, mais d'éliminer le conflit interne. Et cela n'arrive que lorsque tu vis avec fermeté. Ce point n'est pas seulement le dernier du scénario, c'est aussi la base pour soutenir tous les précédents, parce que sans limite, tout le reste s'effondre. Tu ne peux pas prendre soin de ton dialogue interne si tu laisses les autres le salir. Tu ne peux pas incarner ta valeur si tu permets qu'on la piétine. Tu ne peux pas marcher avec peur si tu t'entoures de personnes qui l'alimentent constamment. Les limites sont la structure qui maintient ton identité, ton énergie et ta dignité. Celui qui ne sait pas poser de limites vit fatigué, confus et ressentiment. Mais celui qui les établit et les respecte vit léger, clair et en paix. Pas avec tout le monde, mais avec lui-même. Et cela vaut plus que n'importe quelle approbation externe. Tu ne dois à personne une version brisée de toi. Tu n'es pas né pour être un sacrifice, mais pour être une présence. Pose des limites sans culpabilité. Pas par colère, par amour, pour toi, pour ce que tu construis, pour ce que tu ne comptes plus jamais permettre. La plupart des gens vivent comme un bateau ancré dans un port sûr. De là, tout semble stable, mais aussi immobile. La haute mer, pleine de tempêtes, de courants imprévisibles et d'horizons effrayants, est l'endroit où la force d'un navire est vraiment mise à l'épreuve. Et toi, tout comme ce bateau, tu n'as pas été conçu pour rester attaché au rivage. Tu as été fait pour naviguer, même si le vent frappe et que les vagues menacent de te faire couler. La vie ne va pas adoucir la marée pour que tu te sentes prêt. Dehors, il y a un monde qui ne s'arrête pas, qui n'attendra pas que tu résolves tes insécurités. Et si tu continues à attendre le moment parfait pour prendre la mer, ce moment n'arrivera jamais.
La vérité est que tes véritables limites ne sont ni les vagues ni la distance, mais les chaînes que tu t'es imposées. Les stoïciens le savaient. La force ne se forme pas dans le calme, mais dans la lutte contre le courant. Si tu veux briser tes limites internes, tu devras faire face à ce qui t'intimide et marcher vers cela. Ce n'est pas un message pour te bercer, c'est un appel à te réveiller. Tu n'as pas besoin d'un coup de chance, tu as besoin de discipline, de courage et de la décision de ne plus jamais rester immobile. Les leçons à venir ne sont pas théoriques, ce sont des outils réels pour que tu quittes ce port et navigues en eau inconnue. Non pas pour que tu attendes un miracle, mais pour que tu deviennes le genre de personne qui le crée. 1. Regarde ton peur dans les yeux. La peur est comme une porte fermée au milieu de ton chemin. Tu ne peux pas avancer sans l'ouvrir, mais tu restes devant, imaginant toutes sortes de dangers derrière. Le curieux, c'est que, la plupart du temps, cette porte ne cache ni monstre ni tragédie, juste la prochaine étape que tu dois franchir. Cependant, plus tu passes de temps à la regarder de loin, plus elle devient grande et menaçante dans ton esprit. Dans la vie quotidienne, la peur n'apparaît pas toujours comme de la panique. Souvent, elle se déguise en excuses, en « ce n'est pas encore le moment » ou en une prudence exagérée qui paralyse. Elle te convainc qu'il vaut mieux attendre, que faire un pas en arrière est la chose la plus sensée. Mais cette fausse sécurité est un piège qui te laisse au même endroit année après année. Les stoïciens comprenaient que la peur est un maître inconfortable, mais nécessaire. On ne la surmonte pas en fuyant, on la surmonte en avançant. Regarder ta peur dans les yeux signifie arrêter de tourner autour du pot. C'est décider de franchir cette porte, même si tu n'as pas la certitude absolue de ce qui se trouve derrière. C'est parler même si ta voix tremble, prendre des décisions qui changent ton cap, t'exposer à la possibilité d'échouer avec la conviction que tu peux aussi apprendre. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Si tu regardes en arrière, tu trouveras sûrement des moments où la peur t'a arrêté. Des conversations que tu n'as jamais eues, des opportunités que tu as laissées passer, des changements que tu savais que tu avais besoin, mais que tu as repoussés encore et encore. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces la barrière. C'est pourquoi la première étape pour surmonter tes limites est d'empêcher la peur de grandir. Tu peux t'entraîner à l'affronter petit à petit. Si tu crains de prendre de grands risques, commence par résoudre de petits défis qui te dérangent. Parle, décide, agis dans des situations quotidiennes que tu évites normalement. N'attends pas de te sentir prêt à faire des pas importants, car la préparation parfaite n'existe pas. Ce qui existe, c'est la capacité d'avancer avec inconfort et de maintenir le cap malgré tout. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer le risque de la vie, car ils savaient que c'était impossible. Ce qu'ils cherchaient, c'était à entraîner leur esprit à ne pas être paralysé par la peur. Quand tu affrontes la peur, tu envoies un message clair à ton intérieur. « Je peux gérer ça et ce qui viendra après ». Cette certitude devient la base de ta force mentale. Regarder la peur dans les yeux ne fera pas disparaître complètement, mais elle cessera de dicter ta vie. Cela signifie que, au lieu de rester spectateur, tu assumes le rôle de protagoniste. Chaque fois que tu décides d'agir malgré elle, tu la transformes en un outil pour grandir. La peur cesse d'être une porte qui bloque ton chemin et devient une porte que tu choisis d'ouvrir pour continuer à avancer. 2. Marche vers ce qui te met mal à l'aise. L'inconfort est comme le poids dans une salle de sport. Il n'est pas agréable de le soulever, tes muscles brûlent et ton esprit te dit d'arrêter, mais c'est précisément cette résistance qui te rend plus fort. Éviter l'inconfort, c'est comme vouloir développer de la force sans porter quoi que ce soit, comme prétendre grandir sans repousser tes propres limites. Et il en va de même dans la vie. Chaque situation inconfortable est un poids qui, si tu y fais face, te prépare à des défis encore plus grands. La plupart des gens fuient ce qui les met mal à l'aise. On nous a appris à chercher ce qui est facile, rapide et agréable, comme si c'était synonyme de succès. Mais ce qui est facile ne forme jamais le caractère. Le confort te maintient dans une bulle où rien ne fait mal, mais où rien ne change non plus.
Les stoïciens comprenaient que la croissance ne vient pas du plaisir, mais de traverser ce qui fait mal. Ils savaient que l'âme se renforce comme le corps en la mettant à l'épreuve. Marcher vers ce qui est inconfortable ne signifie pas s'exposer à une souffrance inutile. Cela signifie aller de l'avant vers ce que tu sais qui te mettra au défi et qui, précisément pour cette raison, te fera grandir. Cela peut être d'engager une conversation difficile, de prendre une décision qui rompt avec ta routine ou d'assumer une responsabilité que tu évitais auparavant. L'inconfort est l'entraînement invisible de l'esprit. Demande-toi ce que tu as évité récemment. Peut-être est-ce de changer de travail parce que tu as peur de perdre ta stabilité. Peut-être est-ce d'apprendre une nouvelle compétence parce que tu penses que tu ne seras pas assez bon. Ou peut-être est-ce de t'éloigner des personnes qui te freinent parce que le conflit te met mal à l'aise. Dans tous ces cas, l'inconfort est le pont entre ta situation actuelle et la vie que tu dis vouloir. En pratique, cela s'entraîne comme un muscle. Commence par de petites actions qui brisent ton schéma de confort. Si tu prends toujours le même chemin, change-le. Si tu évites de donner ton opinion lors d'une réunion, parle en premier. Si tu repousses une tâche difficile, fais-la avant les autres. Chaque pas vers l'inconfort te rend moins sensible à la peur et plus résistant à la pression. Les stoïciens ne cherchaient pas l'inconfort par masochisme, mais parce qu'ils savaient que c'est là que se trouve la véritable liberté. Celui qui apprend à être bien au milieu de l'inconfort cesse d'être esclave du plaisir. Il n'a plus besoin que tout soit sous contrôle pour agir. Il ne dépend plus des circonstances favorables pour bouger. Cette indépendance est l'une des plus grandes forces que tu peux construire. L'inconfort a aussi un effet transformateur. Il redéfinit ton échelle de ce que tu considères comme difficile. Ce qui te met mal à l'aise aujourd'hui sera ta routine demain. Ce qui te coûte aujourd'hui sera ta base demain. C'est ainsi que tu repousses tes limites internes, en les poussant un peu plus loin chaque jour. Si tu restes dans le confort, le jour où la vie te lancera une situation difficile, tu n'auras pas les outils pour y faire face. Mais si tu t'entraînes à t'exposer à l'inconfort, chaque coup te trouvera plus solide. Ce n'est pas une question de savoir si les épreuves arriveront, mais de savoir quand. Et quand elles arriveront, il sera trop tard pour t'entraîner. Marcher vers ce qui est inconfortable, c'est comprendre que la douleur contrôlée d'aujourd'hui te prépare à la douleur inévitable de demain. C'est choisir volontairement les petites batailles pour être prêt pour les grandes. C'est reconnaître que ta meilleure version ne vit pas dans le confort, mais de l'autre côté de ce qui te fait peur ou te dérange maintenant. Et la seule façon d'y arriver est de marcher vers cela et non de lui tourner le dos. 3. Brise le mur des excuses. Les excuses sont comme des briques que tu empiles l'une sur l'autre chaque fois que tu remets quelque chose à plus tard. Au début, elles semblent petites et faciles à déplacer, mais avec le temps, elles construisent un mur si haut que tu ne vois plus ce qui se trouve derrière. Et le pire, c'est que ce mur n'a été érigé par personne d'autre. Tu l'as construit toi-même, avec chaque « je n'ai pas le temps »,« je ne suis pas prêt » ou « je commence demain ». Ce mur ne te protège pas, il t'enferme. Il est facile de blâmer les circonstances, le travail, le manque d'opportunités ou même d'autres personnes, car cela te décharge de la responsabilité. Mais la réalité est que tant que tu continues à utiliser des excuses, tu deviens ton propre geôlier. Et la clé pour sortir a toujours été dans ta main. Les stoïciens n'acceptaient pas de se justifier par des facteurs externes. Ils savaient que tu ne contrôles pas tout ce qui se passe, mais tu contrôles toujours comment tu réagis. Quand tu accuses le monde, tu abandonnes avant de commencer. Quand tu reconnais ton rôle dans le résultat, tu récupères le pouvoir de le changer. C'est la différence entre rester coincé ou abattre le mur. Briser le mur des excuses commence par arrêter d'adoucir la vérité. Ne te mens pas en disant que tu n'as pas le temps, quand en réalité tu le gaspilles en distraction. Ne dis pas que tu ne peux pas quand tu as peur d'échouer. N'appelle pas malchance ce qui est en réalité un manque de discipline. Tant que tu ne nommes pas les choses par leur nom, tu ne pourras jamais les changer. Pense à un objectif que tu repousses depuis longtemps.
Peut-être apprendre quelque chose de nouveau, améliorer ta santé, commencer un projet, mettre fin à une relation toxique. Demande-toi combien de fois tu t'es raconté la même histoire pour ne pas agir. Chaque répétition est une brique de plus. Et tout comme tu l'as élevé, tu peux le démolir. Mais tu dois reconnaître que le mur est fait de tes propres décisions. En pratique, éliminer les excuses signifie s'engager dans l'action avant de se sentir prêt. Cela signifie prendre des décisions même si tu n'as pas toutes les conditions idéales. Si tu attends que tout s'emboîte parfaitement, tu ne bougeras jamais un doigt. La perfection est l'excuse la plus élégante pour ne pas commencer. Cela signifie aussi accepter qu'il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours de la fatigue, des problèmes, des distractions. L'erreur est de penser que tu dois attendre qu'ils disparaissent pour agir. La vie ne se dégage jamais complètement. Et celui qui sait avancer au milieu du chaos est celui qui obtient des résultats. Les stoïciens s'entraînaient à agir même dans des conditions adverses, parce qu'ils savaient que le contraire était d'attendre en vain. Une façon efficace de briser ce mur est de remplacer chaque excuse par une action, même minime. Si tu dis « je n'ai pas le temps de faire de l'exercice », fais 5 minutes aujourd'hui. Si tu dis « je ne sais pas comment commencer », écris une liste des premières étapes. Si tu penses « je ne peux pas parce que je n'ai pas les ressources », cherche des solutions avec ce que tu as. Les petites actions brisent les briques, et plus elles sont constantes, plus le mur s'effondre rapidement. Rappelle-toi, chaque excuse que tu acceptes renforce ta faiblesse, et chaque excuse que tu brises renforce ton caractère. La différence entre celui qui réussit quelque chose et celui qui ne le fait pas n'est souvent pas le talent ni les opportunités, mais la capacité de ne pas laisser les excuses gagner. Briser le mur des excuses, c'est reconnaître que personne ne viendra enlever ces briques pour toi. Soit tu les abats, soit tu restes à regarder la vie derrière elles, et chaque jour que tu passes à attendre, le mur grandit un peu plus. Alors arrête de le construire et commence à le démolir, parce que de l'autre côté se trouve la vie que tu dis vouloir, et il n'y a pas d'autre chemin pour y arriver que de passer par là où tu t'arrêtes aujourd'hui. 4. Forge ta vie avec discipline. La discipline est comme le feu qui façonne le métal. Sans chaleur, le métal reste rigide et sans forme, mais avec la température adéquate, il peut devenir une épée tranchante ou un outil puissant. Tu es ce métal, et la discipline est le feu qui définit ce que tu deviens. Sans elle, tes compétences, tes objectifs et ton potentiel restent bruts, sans polissage. Beaucoup confondent la discipline avec la motivation. Ils pensent qu'ils ont besoin de se sentir inspirés pour agir, mais la motivation est volatile, elle s'allume et s'éteint selon ton humeur. La discipline, en revanche, est l'engagement d'agir même lorsque tu n'en as pas envie. Les stoïciens l'ont compris. Il ne s'agit pas d'attendre l'impulsion parfaite, mais de faire ce que tu dois faire, parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire. Forger ta vie avec discipline signifie concevoir un chemin et y rester, malgré la fatigue, les distractions ou les tentations. Cela signifie se lever à l'heure que tu as décidé, accomplir les tâches que tu as planifiées et ne pas négocier avec toi-même lorsque tu cherches des excuses pour céder. La discipline est une conversation constante entre la partie de toi qui veut avancer et celle qui veut du confort, et le résultat dépend de celle que tu écoutes le plus. Pense à un objectif important que tu as. Si tu le réduis à des impulsions de motivation, tu auras des moments d'avancement et de longues périodes de stagnation. Mais si tu le transformes en une routine disciplinée, le progrès sera constant. Peu importe si c'est apprendre une langue, améliorer ta condition physique ou construire une entreprise. La discipline est ce qui la soutient lorsque l'émotion initiale disparaît. La discipline n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on entraîne. Commence par tenir de petites promesses envers toi-même. Si tu dis que tu vas faire quelque chose aujourd'hui, fais-le. Si tu prévois de consacrer 1 heure à une tâche, accomplis-la même si elle est inconfortable. Chaque fois que tu tiens parole, tu renforces ta confiance en toi.
et cette confiance devient une impulsion naturelle pour continuer à accomplir. Les stoïciens pratiquaient la discipline non seulement dans le physique, mais aussi dans le mental et l'émotionnel. Ils contrôlaient leurs pensées, surveillaient leurs paroles et dirigeaient leurs actions vers ce qui importait vraiment. Ils ne se laissaient pas emporter par des impulsions passagères, car ils savaient que chaque fois que tu cèdes à un caprice, tu perds un peu de contrôle sur toi-même. Dans la vie quotidienne, forger la discipline signifie avoir un plan et s'y tenir. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est se libérer du chaos. Car lorsque tu n'as pas de discipline, tu es à la merci des circonstances, de ton humeur et des distractions externes. En revanche, lorsque tu es discipliné, tu décides où va ton énergie. Et cela te donne un avantage dans un monde où la plupart des gens agissent par réaction. La discipline nécessite également de la patience. Tu ne verras pas de résultats immédiats, et c'est précisément ce qui la rend difficile pour beaucoup. Nous voulons des récompenses rapides, mais le véritable changement arrive après des semaines, des mois ou des années de constance. Et lorsque les résultats arrivent, ils ne dépendent plus de la chance, mais de l'effort accumulé. Forger ta vie avec discipline, c'est accepter qu'elle ne sera pas toujours agréable, mais qu'elle sera toujours nécessaire. C'est comprendre qu'il ne s'agit pas de faire ce que tu as envie de faire, mais ce que tu as dit que tu ferais. Et que, tout comme le métal sous le feu, chaque jour que tu maintiens la discipline, tu te rapproches de ta forme la plus forte et la plus aiguisée. Car au final, la vie ne te donne pas ce que tu désires, elle te donne ce que tu es prêt à travailler tous les jours pour mériter. 5. Fais de ta solitude un sanctuaire. La solitude est comme une pièce vide. Tu peux la voir comme un espace froid et silencieux où rien ne se passe, ou tu peux la transformer en un lieu où tu construis tes fondations. La valeur de cette pièce ne réside pas dans ce qu'elle contient déjà, mais dans ce que tu décides d'y mettre. Si tu remplis ta solitude de plaintes, de victimisation et de distraction, elle deviendra un lieu que tu voudras éviter. Mais si tu la remplis de réflexion, d'apprentissage et de maîtrise de soi, elle deviendra ton refuge le plus puissant. La plupart des gens craignent d'être seuls parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs propres pensées. Ils ont besoin de bruit, de compagnie ou d'activité constante pour ne pas affronter ce qu'ils portent en eux. Mais les stoïciens savaient que la véritable force naît lorsque tu peux être avec toi-même sans chercher à fuir. Si tu ne supportes pas ta propre présence, tu ne pourras jamais vraiment te construire. Faire de ta solitude un sanctuaire signifie utiliser ce temps pour te connaître, te corriger et te renforcer. Ce n'est pas un isolement forcé, c'est un retrait volontaire. C'est te mettre à l'écart des distractions pour écouter ton esprit avec clarté. C'est poser les questions inconfortables. Qui suis-je vraiment? Que veux-je de cette vie? Que fais-je pour l'atteindre? Et ne pas fuir les réponses, aussi dures soient-elles. En pratique, cela signifie consacrer des moments chaque jour à être sans stimuli externes, sans téléphone, sans conversation, sans écran. Juste toi et tes pensées. Tu peux écrire dans un journal, méditer, planifier ou simplement observer tes émotions. Cet espace devient l'atelier où tu répares ce qui est cassé et aiguises ce qui est faible. La solitude est aussi un filtre. En elle, tu découvres quelles relations, habitudes ou activités sont vraiment nécessaires et lesquelles ne faisaient que prendre de la place. Quand tu apprends à être bien seul, tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie par peur de te sentir vide. Cela élève tes standards et te protège des relations superficielles ou nuisibles. Les stoïciens pratiquaient l'introspection quotidienne comme un exercice fondamental. Ils n'avaient pas besoin de fuir d'eux-mêmes parce qu'ils se connaissaient en profondeur. Et dans cette auto-observation, ils trouvaient le calme nécessaire pour agir avec clarté dans un monde chaotique. Ils comprenaient que si ton esprit n'est pas en ordre, tout ce qui est externe devient un bruit qui t'emporte. Faire de ta solitude un sanctuaire renforce également ton indépendance émotionnelle. Tu ne dépends plus des autres pour te sentir en sécurité. Tu apprends à générer ton propre équilibre, ta propre motivation et ta propre paix. Cela ne signifie pas que tu n'apprécies pas la compagnie, mais que tu n'en as pas besoin pour te sentir bien.
Et c'est l'une des plus grandes libertés qui existent. Dans un monde qui idolâtre l'hyperconnexion et la distraction constante, la solitude est un acte de rébellion. C'est dire « je peux me déconnecter du bruit et rester en contrôle ». La plupart des gens craignent ce silence parce que c'est là que se révèlent les vérités qu'ils ont évitées. Mais ces vérités sont celles qui te donnent le pouvoir de changer. Si tu veux que ta solitude soit un sanctuaire et non une prison, arrête de la voir comme une punition. Commence à l'utiliser comme l'espace où tu entraînes ton esprit, comme le lieu où tu conçois ta vie sans pressions externes. Ainsi, lorsque tu reviens au monde, tu emportes avec toi une force qui ne dépend de personne d'autre. Fais de ta solitude un sanctuaire et tu découvriras que tu n'es jamais vraiment seul, car tu as toujours toi-même. Et si tu réussis à être ta meilleure compagnie, aucune tempête extérieure ne pourra briser ta tranquillité intérieure. La solitude cesse d'être un vide et devient la base sur laquelle tu construis tout le reste. 6. Sculpte ton esprit comme de l'acier. L'esprit est comme un métal brut. Si tu ne le travailles pas, il rouille, s'affaiblit et se brise facilement. Mais si tu le soumets au feu de l'effort et au marteau de la discipline, il se durcit et s'aiguise jusqu'à devenir un outil capable de couper n'importe quel obstacle. Tout comme le forgeron façonne l'acier coup après coup, tu peux modeler ton esprit pensée après pensée, habitude après habitude. La plupart des gens prennent plus soin de leur apparence physique que de leur force mentale, et c'est une erreur qui se paie tôt ou tard. Un corps fort avec un esprit faible est comme une épée aiguisée faite d'un métal mou. Elle semble puissante, mais elle se brise au premier impact. Les stoïciens savaient que tout commence dans l'esprit. Si tu l'entraînes, tu peux résister aux tempêtes les plus dures. Si tu le négliges, la moindre difficulté te fait tomber. Sculpter ton esprit comme de l'acier implique d'éliminer les pensées faibles qui te freinent et de les remplacer par des croyances qui te renforcent. Ce n'est pas de l'auto-tromperie ni des phrases de motivation vides. C'est un travail quotidien pour reconnaître les schémas mentaux inutiles et les briser. Chaque fois que tu choisis de penser de manière plus stratégique et moins émotionnelle, tu trempes ton esprit. En pratique, ce processus nécessite 3 choses: contrôle, concentration et résistance. Contrôle pour ne pas laisser ton esprit se disperser dans ce qui n'est pas important. Concentration pour diriger tes pensées vers ce que tu peux faire et non vers ce que tu ne peux pas changer. Résistance pour rester calme, même au milieu de situations qui provoquent peur, colère ou frustration. Pense aux fois où ton esprit t'a joué des tours. Quand tu as exagéré un problème, quand tu as imaginé un échec avant même d'essayer, quand tu t'es convaincu que tu ne pouvais pas. Ces moments sont l'équivalent du métal rouillé. Et tout comme le forgeron nettoie la surface avant de forger, tu dois nettoyer ton esprit de cette rouille avant de le renforcer. Une façon stoïcienne de le faire est de pratiquer la révision quotidienne des pensées. Avant de dormir, passe en revue mentalement les situations de la journée, où tu as agi avec fermeté, où tu as réagi avec faiblesse. Non pas pour te punir, mais pour détecter où tu as besoin de tremper davantage ton caractère. Avec le temps, tu commenceras à anticiper les situations qui te contrôlaient auparavant, et c'est là que ton esprit devient plus fort. Sculpter l'esprit signifie aussi le nourrir correctement. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, les conversations que tu as et le contenu que tu consommes façonnent la qualité de ta pensée. Si tu t'entoures de plaintes, de commérages et de médiocrité, c'est ce qui s'installe dans ta tête. Mais si tu t'entoures d'idées stimulantes, de personnes qui pensent en grand et d'informations qui t'élargissent, ton esprit s'aiguise chaque jour. N'oublie pas que l'acier le plus fort est forgé dans le feu le plus intense. La vie te mettra dans des situations qui testeront ta patience, ta clarté et ton autocontrôle. Ne vois pas ces moments comme des punitions, mais comme des opportunités pour te durcir. Chaque fois que tu fais face à une épreuve sans te briser, tu ajoutes une couche de résistance à ton caractère. Sculpte ton esprit comme de l'acier et tu découvriras que peu importe la force du vent ou la hauteur de l'obstacle, il n'y aura rien qui puisse te briser facilement.
Parce que la vraie force n'est pas d'éviter les coups, mais de les supporter, d'apprendre d'eux et de continuer à avancer sans perdre ton tranchant. 7. Nourris seulement ce qui t'élève. L'esprit et l'âme sont comme un feu. Si tu l'alimentes avec du bois sec et propre, il brûlera fort et te donnera de la chaleur. Mais si tu le remplis de déchets et de matériaux humides, il s'éteindra lentement, laissant de la fumée et des cendres. Il en va de même pour toi. Tout ce que tu consommes, non seulement dans la nourriture, mais aussi dans l'information, les idées, les conversations et les habitudes, est un combustible qui alimente ta vie. La qualité de ce combustible détermine la qualité de ton énergie, de ta pensée et de tes résultats. L'erreur de beaucoup est de croire qu'ils peuvent s'entourer de négativité, consommer du contenu vide, maintenir des conversations toxiques et pourtant aspirer à avoir un esprit fort. Cela ne fonctionne pas ainsi. Les stoïciens le savaient. L'esprit est un champ fertile et ce que tu y sèmes y poussera, que ce soit quelque chose d'utile ou de destructeur. Si tu sèmes des plaintes, de la peur et des distractions, tu récolteras de la faiblesse. Si tu sèmes de la connaissance, de la force et de la discipline, tu récolteras du pouvoir. Nourrir seulement ce qui t'élève signifie filtrer consciemment ce que tu laisses entrer dans ta vie. Demande-toi, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que cela me stagne? Est-ce que cela m'inspire à agir ou est-ce que cela me pousse à la passivité? Chaque réponse est un guide pour décider ce qu'il faut garder et ce qu'il faut éliminer. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle parfaite, mais de réduire au minimum ce qui te draine et de multiplier ce qui te renforce. En pratique, cela commence par ce que tu consommes mentalement. Si tu passes des heures exposé à des nouvelles alarmistes, à des réseaux sociaux remplis de comparaisons et à des conversations sans sens, tu ne peux pas espérer une clarté mentale, ni une motivation. Ton esprit devient un reflet de ce que tu lui donnes à manger. C'est pourquoi choisis des lectures qui te mettent au défi, écoute des idées qui élargissent ta perspective et entoure-toi de personnes qui élèvent tes normes. Cela s'applique aussi au physique. Prendre soin de ton corps avec une bonne alimentation, du repos et de l'exercice n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. Un corps faible limite la force mentale. Les stoïciens comprenaient que le corps est le véhicule de l'esprit et que le maintenir en conditions optimales fait partie du devoir personnel. Tu ne peux pas aspirer à des pensées claires si tu vis avec un épuisement constant et des habitudes qui te sabotent. Un autre aspect crucial est l'émotionnel. Tu nourris ce que tu ressens avec les expériences et les relations que tu choisis. Si tu passes ton temps dans des environnements chargés de drames, de conflits ou de médiocrité, tôt ou tard, tu absorberas cette énergie. C'est pourquoi, protège ton cercle. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton temps et à ton attention. Donne-les seulement à ceux qui apportent une valeur réelle et non à ceux qui épuisent ton esprit. Les stoïciens étaient sélectifs avec ce qu'ils permettaient d'entrer dans leur vie, parce qu'ils savaient que chaque influence externe laisse une marque interne. Tu ne contrôles pas tout ce qui se passe, mais tu contrôles ce à quoi tu donnes ton attention. Et ton attention est ta ressource la plus précieuse, parce que ce que tu arroses grandit. Nourris seulement ce qui t'élève et tu verras comment ton esprit s'éclaircit, ton énergie augmente et tes décisions deviennent plus fermes. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain, mais chaque choix que tu fais est un vote pour le type de personne que tu deviens. Avec le temps, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que ta vie a été construite, brique par brique, avec les matériaux que tu as choisi de permettre. Et quand viendra le moment de faire face à des défis, tu n'auras pas à chercher à l'extérieur la force dont tu as besoin, parce que tu l'auras déjà cultivée à l'intérieur. C'est le pouvoir de choisir ton alimentation mentale, physique et émotionnelle avec intention. 8. Transforme le coup en marche. Un coup peut être comme une pierre qui t'est lancée. Tu peux laisser qu'elle te blesse et rester au sol, ou tu peux la ramasser et l'utiliser pour construire la marche qui t'élève. La vie ne cesse de lancer des pierres. Échecs, rejets, trahison, pertes. Tu n'as pas le contrôle sur quand elles arrivent, ni sous quelle forme, mais tu décides ce que tu fais avec elles.
Et cette décision définit si chaque coup te détruit ou te propulse. La plupart des gens reçoivent un coup et le transforment en poids. Ils le portent pendant des années, l'utilisent comme excuse pour ne pas essayer à nouveau, le transforment en un rappel constant de ce qui a mal tourné. Les stoïciens, en revanche, voyaient chaque adversité comme une matière première pour se renforcer. Ils ne niaient pas la douleur, mais ils ne l'idolâtraient pas non plus. Ils l'utilisaient. Et cet usage était ce qui transformait les blessures en croissance. Transformer le coup en marche signifie changer la question de pourquoi cela m'est-il arrivé à comment puis-je utiliser cela. Ce n'est pas une attitude naïve qui ignore la difficulté, c'est une posture stratégique qui reconnaît la valeur de l'apprentissage même dans la défaite. Chaque coup porte une leçon cachée, quelque chose sur toi, sur les autres ou sur la vie. Celui qui apprend vite se relève vite. En pratique, cela nécessite un changement de perspective. Lorsque tu fais face à un échec, analyse ce que tu peux améliorer, ce que tu peux renforcer et ce que tu dois laisser derrière toi. Ne reste pas coincé dans le moment de l'impact. Regarde vers la construction que tu peux ériger avec ce que tu as reçu. Le rejet peut t'apprendre ou ne pas perdre de temps. La perte peut te montrer ce qui compte vraiment, et la trahison peut affiner ton jugement pour choisir en qui avoir confiance. Cela nécessite également de la résilience, cette capacité à te relever peu importe combien de fois tu tombes. La résilience n'est pas innée, elle s'entraîne en affrontant les problèmes au lieu de les éviter. Chaque fois que tu te relèves, ta peau devient plus épaisse et ton esprit plus ferme. Les stoïciens savaient que la douleur est inévitable, mais que la souffrance prolongée est optionnelle. Et ce choix dépend de toi. Transformer les coups en marche implique également de te détacher du rôle de victime. Si tu blâmes toujours les circonstances, tu abandonnes ton pouvoir. Si tu assumes la responsabilité, même si tout n'a pas été de ta faute, tu récupères la capacité de décider de la prochaine étape. Le victimisme t'enferme dans le passé. La responsabilité t'ouvre les portes de l'avenir. Dans la vie quotidienne, chaque coup peut être utilisé comme motivation pour construire quelque chose de mieux. Si quelqu'un doute de toi, utilise-le comme carburant pour t'améliorer. Si tu échoues dans un projet, utilise-le pour perfectionner ta stratégie. Si tu fais face à un obstacle inattendu, transforme-le en une opportunité pour entraîner ta patience et ta créativité. Le coup ne définit pas ta fin, seulement ton prochain mouvement. Avec le temps, tu te rendras compte que beaucoup de tes réalisations ont été construites sur des moments qui semblaient être des défaites, que les marches les plus solides de ta vie sont faites de pierres qui t'ont blessé une fois, et que, grâce à eux, tu es maintenant à un endroit où tu ne serais pas arrivé si tout avait été facile. Transforme le coup en marche et tu arrêteras de craindre l'adversité. Parce que tu comprendras que chaque impact est une invitation à monter, pas un ordre de rester en bas. Et quand tu arriveras plus haut, tu pourras regarder en arrière et voir que la force que tu as aujourd'hui ne vient pas des jours confortables, mais des batailles que tu as décidé d'utiliser pour grandir.